Eh bien, bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue à cet atelier dédié à l'entrepreneuriat féminin. Aujourd'hui, nous allons parler de sécuriser son parcours entrepreneurial. Comment surmonter les freins, s'appuyer sur les bons leviers et surtout oser aller plus loin. Alors pour cela, nous avons la chance d'avoir avec nous 5 intervenants engagées et inspirantes, deux réseaux dédiés à l'entrepreneuriat féminin. Mathilde Sauzière, responsable promotion et de la communication au sein des Premières Îles-de-France. Esther Goubert, coordinatrice nationale de l'association Femmes des Territoires. Et 3 chefs d'entreprise, dont 2 qui accompagnent également les créatrices au quotidien. Sonia Josse, fondatrice de Talam. Et nous avons Céline Rogier, fondatrice de CR Coaching. Et puis une entrepreneure, Stéphanie Edmond-Mariette, présidente de la SEM Habitat Durable, agence immobilière solidaire. Alors cet atelier, c'est un moment d'échange, puisqu'on est là pour partager, pour se mettre en mouvement, et quelque part peut-être quelques petits éléments de contexte par rapport à la création, puisqu'on sait que 28% des femmes, selon l'IEF publié par BPI France, sont dans cette chaîne entrepreneuriale. C'est-à-dire qu'entre les intentionnistes, les porteuses de projets, les créatrices, elles sont 28%. Les hommes sont 36%. Alors, il y a une différence, mais la différence était de 14 points il y a 5 ans. Elle est plus que de 8 points. Donc ça montre que le chemin va dans le bon sens, mais on n'est pas encore tout à fait à la parité, puisque simplement un bon tiers des créateurs aujourd'hui sont des femmes. Et quand on regarde les choses un peu plus finement, eh bien, il n'y a que 20% des chefs d'entreprise femmes en France qui sont seuls aux manettes. Donc vous voyez, il y a encore des choses à améliorer pour arriver vers cette parité. Alors, on peut se poser la question sur les défis à relever, en fait. Et quelque part, on peut regarder ensemble quels sont les freins que rencontrent notamment les femmes dans un parcours entrepreneurial. Alors peut-être une première question. Je m'adresse peut-être à Sonia. Tu accompagnes donc les entreprises dans leur transformation. Et quels sont peut-être des freins psychologiques que tu penses que les femmes rencontrent dans un cadre... Vous m'entendez correctement? Ouais. Les freins, ils sont multiples. Chez les femmes, souvent, le premier frein, c'est le fait de se voir plus haut que ce qu'elles ne sont. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire, en fait, je monte ma boîte, puis on verra petit à petit comment ça se passe. C'est un premier frein. Le deuxième frein qu'on va avoir, c'est peut-être aussi les représentations de la femme qui réussit, le modèle de l'entrepreneur qui réussit, qui est comme ça, toujours, les cheveux fous. Non, c'est pas comme ça que ça se passe, nécessairement. Et donc, il y a aussi un problème aussi de démarche entrepreneuriale au sens pur. Peut-être qu'on va détailler un petit peu. Donc, la notion de vision, etc. Mais j'en parlerai tout à l'heure. Vous avez quelqu'un d'autre? Eh bien, peut-être que, Céline, tu peux peut-être nous parler du syndrome qu'on entend souvent de l'imposteur. Oui, tout à fait, tu as raison. Vous savez, cette fameuse légitimité. Et encore, cet après-midi, moi, j'en parlais avec 2 autres entrepreneurs et amis, là, dans le salon. Et on s'est fait la même remarque, il n'y a pas tout à l'heure. C'est encore cette légitimité. Est-ce qu'on est encore assez légitime? Voilà, il y a une des personnes avec qui je parlais tout à l'heure qui disait, mais moi, je vais peut-être encore refaire une autre formation. Parce que... voilà, il faudrait peut-être encore que je sois plus légitime. Donc oui, il y a ce sentiment d'illégitimité. Mais dans des sociétés où on n'a pas tant de modèles que ça, qu'on est soi-disant le second sexe ou le sexe faible, c'est quand même difficile de se sentir légitime. Petite question pour Esther. L'isolement, en fait, est un vrai frein. Donc comment, en fait, ton réseau, en fait, aide à rompre cette solitude? Oui, c'est vrai que pour rebondir rapidement là-dessus, en tout cas, quand on entreprend, on peut facilement se retrouver seul derrière son ordinateur, chez soi, ne plus parler à personne et on n'est pas toujours soutenu par son entourage, ou en tout cas, ils ne comprennent pas toujours ce qu'on vit. Et ça peut avoir un côté très isolant, très solitaire finalement. Donc c'est très important de pouvoir s'entourer, de pouvoir sortir de chez soi, d'aller rencontrer du monde. Ça permet d'aller se confronter déjà à d'autres gens, confronter son idée, changer son pitch, comprendre ses problématiques. Et donc du coup, nous, effectivement, Femmes des Territoires, on est un réseau d'entraide
et de partage qui permet de faire ça, qui permet d'aller se mettre en lien, d'aller rencontrer du monde et de s'assurer qu'on ne reste plus seul quand on entreprend. Peut-être un peu la question pour Mathilde, hein, qui vous gérez au sein des premières des incubateurs. Donc forcément, qu'est-ce qui revient le plus souvent chez les porteuses de projets en matière de freins? Ce que tu ressens? Comme a dit Esther, il y a le côté solitude. Donc nous, on accompagne à travers des programmes de formation. Et c'est vrai qu'à chaque fois, quand elles viennent nous voir, c'est je me sens seule, j'ai besoin d'être accompagnée, mais j'ai aussi besoin de me sentir dans une équipe. Donc c'est pour ça que nous, on accompagne aussi avec des promotions où elles sont plusieurs et elles s'entraident entre elles. Elles ne viennent pas forcément du même univers, du même secteur, et au contraire, ça leur apporte plus de choses que d'être dans un même écosystème. Et il y a un aspect aussi dans la solitude que nous, on peut leur accompagner la partie entrepreneuriale, mais aussi le networking. Et c'est important, on leur dit justement, allez faire votre réseau à droite, à gauche. Elles ont parfois l'impression de perdre leur temps, aller prendre un café à droite, prendre un dîner avec quelqu'un, mais en fait, cet aspect networking qu'on va développer, qu'on va créer, ça va sortir aussi de cet isolement. Et enfin, un des principales, on va dire, des choses qui bloquent, ça va être le financement. Et donc là, c'est... je veux entreprendre, je veux pouvoir être financée, mais je ne peux pas, moi, au quotidien. Donc là, on va essayer de leur apporter justement les solutions, la myriade de solutions qu'il peut y avoir, et essayer de leur dire que voilà, elles ne sont pas seules, il y a des financements parfois possibles, et voilà, on va avancer ensemble. Peut-être, Stéphanie, tu peux nous évoquer, dans le cadre de ton parcours entrepreneurial, quels ont été les freins que tu as pu rencontrer pour arriver où tu en es aujourd'hui? Oui, effectivement, je vais reprendre les termes qui ont été dits, mais que Morgane a très bien expliqué. Moi, j'avais 2 freins au démarrage, 3 du coup. J'avais 3 freins. Le premier, c'est l'argent. C'est un frein énorme. Comment on va se payer? Est-ce qu'on va réussir à y arriver toute seule? Et ça, c'était un des plus gros freins. Maintenant, on a France Travail, on a, voilà, il y a des choses qui existent pour pouvoir se rémunérer. Mais il ne faut pas prendre ça à la légère parce qu'il y a beaucoup de femmes qui sont dans la précarité. Les femmes sont les plus pauvres dans le monde, donc en fait, on ne peut pas nous-mêmes se mettre en précarité. C'est le premier frein. Le deuxième, c'est la solitude. Alors, je ne suis pas du tout du monde entrepreneurial et je ne connaissais rien et personne. Et grâce à l'accompagnement des premières, notamment, et de initiatives, j'ai pu m'entourer d'autres femmes qui ont, elles, réussi. Et du coup, ça m'a donné vraiment des modèles à l'inverse de ce qu'on voit, vraiment la femme qui a plein d'argent et qui est super méchante avec tout le monde. Là, c'était des femmes super. Donc, c'est le deuxième. Et le troisième, c'est le syndrome de l'imposteur. Parce que moi, quand je me suis lancée, j'avais l'impression d'arnaquer les gens tellement je ne croyais pas en moi. Et en fait, grâce à un accompagnement super de qualité, j'ai pu lever ces freins. Donc, voilà. Très bien. Merci pour ces témoignages. Et souvent, on voit que c'est la peur de l'échec également qui peut faire en sorte que les projets soient un peu moins ambitieux ou prennent plus de temps à se mettre en place. Vous avez peut-être des compléments à apporter sur cette thématique? En fait, la peur de l'échec, elle est normale. Il y a des grandes chances que vous échouez, en fait. Quand on crée une entreprise, on a une très grande probabilité d'échouer. Moi, j'ai 2 entreprises. J'ai pas échoué sur les 2, mais bon, j'ai eu des galères quand même sérieuses. J'ai fait une première entreprise dans le monde de la chaussure. C'était du e-commerce chaussure, grande pointure. Ça va, ouais. J'ai eu plein de difficultés. Il faut faire quelque chose. Arrêtez le son. Donc, première difficulté, c'est du commerce. Et puis, j'ai une entreprise de service maintenant. Je bosse avec les grands groupes. Mais j'ai eu beaucoup de phases d'échec. L'échec est tout à fait normal dans l'entrepreneuriat. C'est-à-dire que quand j'entends des gens qui me disent « je veux entreprendre sans prendre de risques », je me dis « c'est un peu compliqué ». Et la deuxième chose, je veux pas échouer. Vous allez échouer toutes et plein de fois. Mais vous allez réussir quelques fois. Et ces fois-là, elles sont importantes. C'est ça qu'il faut avoir en tête. L'échec, c'est normal. Je sais qu'en France, c'est pas trop le truc. Mais ça fait partie du processus. Vous avez une idée, vous la poussez, vous allez vous rendre compte que le marché ne réagit pas. Donc vous allez échouer très très souvent. Donc il faut savoir le gérer et l'anticiper en fait. Et là-dessus, moi si je peux pas. En France, effectivement, on a cette vision de l'échec qui est complètement négative. Et effectivement, outre-Atlantique, un entrepreneur qui n'a pas échoué, on ne lui fait pas confiance. En France, s'il a échoué, il a fait une faillite, les banques lui prêtent plus d'argent. Aux États-Unis, c'est l'inverse. S'il n'a pas du tout échoué, il n'aura pas de financement. Donc effectivement, c'est vraiment changer cette manière. Et oui, l'échec, c'est l'apprentissage pour faire mieux.
En fait, c'est exactement ça, et c'est aussi un super moyen de pouvoir pivoter, de pouvoir rebondir, de pouvoir améliorer et apprendre de toutes ces erreurs pour arriver à quelque chose qui va finalement être beaucoup plus viable, comme tu as pu le faire aussi Sonia, comme toute entrepreneuse et tout entrepreneur a pu le faire en apprenant de ses échecs. Donc c'est essentiel de se tromper et c'est obligatoire d'en passer par là. Et justement, nous, dans les personnes qu'on accompagne, on a des formations qui peuvent durer 6 mois, 1 an, et on voit ces pivots. Et des fois, elles ont du mal à se remettre en question parce qu'en fait, elles sont arrivées avec un projet en tête en se disant c'est comme ça que je dois aboutir. Et on essaye de leur faire comprendre qu'en fait, non, elles sont en train de pivoter, elles sont en train de s'améliorer et de développer quelque chose de nouveau. Et voilà, il y a un temps d'acceptation. Oui, et il y a une phrase qui est juste, que j'ai vue il n'y a pas longtemps, c'est qu'un entrepreneur, et du coup une entrepreneur, c'est une personne qui saute et qui construit l'avion pendant qu'il est en vol. Et c'est vraiment ça en fait, l'entrepreneuriat, c'est vraiment se tromper, réagir à ses erreurs, se demander pourquoi on s'est trompé, puis refaire mieux encore et encore. Et en fait, c'est un engagement total. Enfin, être entrepreneur, c'est pas à mi-temps, c'est pas juste je vais faire un petit truc, c'est vraiment un engagement de vie, clairement. Donc voilà, il faut avoir ça en compte aussi quand on est une femme. Ouais, et très rapidement, excuse-moi, je t'ai coupé. Il y a la notion, avec tout ce qu'on se dit là, la notion d'humilité, on est d'accord avec ça? Le nombre de gens que je vois se lancer en se la pétant, ouais, j'en ai marre du salariat, ouais, je vais avoir mon truc, ça va être génial. On les retrouve 6 mois plus tard, ça va plus du tout. Ok. Donc en fait, l'humilité, elle fait partie du processus. Être capable de se remettre en question souvent. Vous allez vous prendre aussi des noms. En ce moment, je m'en prends beaucoup de noms. Je me prends que des noms. Non, non, pas maintenant, dans 3 mois. C'est super. Il faut savoir les prendre, les gérer, pour pouvoir en faire une force aussi. Donc en fait, l'humilité, c'est la qualité, je pense, intrinsèque de tout entrepreneur, homme ou femme, mais chez les femmes aussi, c'est important. Je voulais juste, comme je suis le seul représentant masculin, c'est peut-être également des notions naturelles. Alors, est-ce que sur ce côté-là, vous ressentez que la femme est un peu plus timorée, un peu plus timide dans sa volonté de pouvoir passer à l'acte par rapport à un homme qui dit, allez, j'ai pas tous les atouts vers moi, mais j'y vais quand même, je fonce. Ça va avec le syndrome de l'imposteur et ce sentiment d'illégitimité. Évidemment, effectivement, chez les hommes, ils vont ressentir aussi ce syndrome de l'imposteur, mais ça va pas les empêcher d'agir. Alors qu'effectivement, chez les femmes, ça peut nous empêcher d'agir. Et du coup, on ne va pas s'autoriser à y aller, on ne va pas prendre la parole, on ne va pas y aller. Et donc, oui, tu as raison, effectivement. Donc, oui, l'humilité, oui, tu as raison, il en faut. Mais chez les femmes, il y a de la marge. Allez-y, mesdames. Oui, il y en a trop. Moi, je dirais qu'il y en a trop. Agissez. Enfin, vraiment. Mais ça, tu l'as dit. Ouais, ça va avec. Oui. Et si je peux rajouter un mot sur ce sujet, parce que je l'ai vécu, parce que j'ai créé une entreprise à impact et je suis une femme. En fait, c'est totalement naturel de créer quelque chose dans le soin quand on est une femme, parce que voilà, on a des valeurs maternelles, etc. Du coup, on nous prend vraiment pour la personne qui veut aider quelque chose. Si j'avais été un homme, je pense qu'on m'aurait pris pour l'homme qui veut sauver le monde. Et là, on m'a pris pour la petite entrepreneuse qui voulait aider son petit quartier. Alors moi, c'était pas ça du tout. Je vous le dis, j'ai envie de changer tout le monde entier. Et du coup, souvent, on me dit ce sera pas rentable ce que tu fais. Oui, tu as qu'à fonder une association. Non, en fait, ça, c'est la différence entre être une femme et être un homme. C'est qu'on est moins pris au sérieux quand on lance des entreprises d'envergure ou quand on a beaucoup d'ambition, ou alors on est vu comme celle qui veut vraiment avoir l'ambition d'avoir plein d'argent. Et donc ça, il faut casser ça aussi avec des rôles modèles et voilà, elles sont là. Alors face à ces défis, en fait, il existe des ressources puissantes pour avancer, l'accompagnement, les réseaux, l'expertise. Alors parlons des leviers qui permettent de sécuriser et d'accélérer son parcours. Alors, je m'adresse peut-être à Mathilde. En quoi l'accompagnement structuré d'un incubateur en fait permet de sécuriser son parcours? Alors, il va sécuriser sur plusieurs aspects. Déjà, vous avez la partie accompagnement avec des experts qui vont venir vraiment sur toute la palette de la création ou de l'accélération de vos entreprises. Vous donnez justement tous les éléments pour vous accompagner.
Et va y avoir la sécurité aussi d'être entouré, comme on disait tout à l'heure, avec d'autres personnes qui vont amener leur propre expertise, des personnes qui sont en train d'être accompagnées avec vous. Et donc ce combo d'entrepreneurs avec vous, qui sont en train de vivre la même expérience, et les experts qui sont là pour vous accompagner, ça va sécuriser déjà grandement votre projet. Alors Esther, comment les réseaux comme Femmes des Territoires peuvent créer du lien et de confiance entre les entrepreneurs? En fait, c'est vraiment l'objectif des réseaux. Ça peut faire très peur de pousser la porte d'un réseau au démarrage, de dire bon bah je vais aller parler à des gens que je ne connais pas, d'une entreprise où pour l'instant j'ai plein de questions, j'ai plein de doutes, je suis un petit peu perdue. Mais en fait, c'est comme ça que ça fonctionne et c'est comme ça que vous allez faire des connexions, que vous allez rencontrer des gens qui vont vous aider finalement à améliorer votre projet. Vous allez pouvoir créer des ponts ensemble. Ça va être un énorme moyen de créer une entreprise plus solide et plus pérenne finalement. Et la preuve, par exemple, c'est Céline donc, qui est avec nous aujourd'hui, qui est engagée en tant que coordinatrice bénévole pour une antenne à Nanterre et qui œuvre au quotidien finalement pour Femmes des Territoires pour créer ces connexions auprès de femmes sur son territoire à elle. Et tu envoies des liens, des connexions, des manières d'avancer ensemble, des partenariats, etc. quoi. Et moi, je dirais même que dès que vous avez une idée de projet, allez-y le plus tôt possible. Parce qu'en plus, il y a beaucoup, vous verrez, vous avez vu, il y a beaucoup d'organismes qui sont là pour soutenir et qui soutiennent à certains moments de l'entreprise. Et donc, ça serait dommage de dire « Oh mince, si j'avais su, j'aurais poussé cette porte-là. » Donc vraiment, si j'ai un conseil à vous donner, c'est que dès que vous avez l'idée, même si elle n'est pas complètement aboutie, etc., allez chercher de l'aide, allez toquer les portes. Il y a des réseaux, il y en a beaucoup. Et à certains moments, donc il faut trouver le bon réseau au bon moment. Et dès le départ, mais vraiment, vraiment dès le départ. Et un sujet à rajouter juste là-dessus, c'est que tous les réseaux et toutes les structures de l'entrepreneuriat, elles se connaissent entre elles. On se connaît et on n'est pas en concurrence en fait les uns les autres. Au contraire, on peut vous réorienter. C'est pas grave si la première porte à laquelle vous toquez, c'est pas la bonne. En fait, c'est pas gênant parce que nous, on va vous le dire. On va vous dire, peut-être tourne-toi plutôt vers les premières parce que ce que tu cherches, ça va plus être ce type d'accompagnement. Ou alors, tourne-toi vers Initiative parce que tu cherches des financements. On sait vous orienter et on sait vous donner les moyens d'aller trouver les bons interlocuteurs et les bonnes interlocutrices. Sonia, selon toi, pourquoi c'est essentiel de s'entourer d'experts et de pairs en fait, pour pouvoir avancer sereinement? En fait, il y a deux choses. Je vais répondre, mais j'introduis avec une autre notion. On parlait des idées, de rentrer vite en contact avec des gens, etc. La première chose, pour que ce soit efficace, il faut savoir pourquoi vous allez voir les gens. Pourquoi vous y allez? Parce qu'en fait, le nombre de gens qui vont dans des réseaux, ils ne savent pas ce qu'ils viennent chercher. Du coup, ils ne récupèrent rien. Ou après, ils nous disent « Ouais, mais c'est nul, il n'y avait rien. » Oui, mais tu as composé quoi? Qu'est-ce que tu es venu chercher? C'est un échange, le réseau. C'est pas « je viens, je prends », c'est un échange, la première chose. Et une fois qu'on a répondu à cette question-là, il y a une deuxième question qui arrive très vite, peut-être qu'on la détaillera tout à l'heure si on a le temps, c'est aussi la notion de vision. Parce qu'on parlait d'idées tout à l'heure, on s'est dit, voilà, j'ai une idée, je veux la pousser. En fait, derrière la notion d'idée, il y a la notion de vision. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire par vision? C'est-à-dire que où est-ce que je veux aller le plus possible si j'avais aucun frein là? Qu'est-ce que je veux faire? Je vous prends un exemple. Quand j'ai créé ma première entreprise de chaussures, j'avais 2,50 € sur mon compte. Je suis allé faire une demande de financement en disant, voilà, moi je veux créer une marque de chaussures grande pointure pour les femmes qui n'arrivent pas à se chausser. Mais moi, ce que je veux demain, c'est être le leader de... J'avais une vision de ce que je voulais faire qui fait que je n'y suis pas nécessairement arrivé de cette façon-là. Mais ça m'a amené 100 fois plus loin que ce que j'aurais pu aller si j'étais resté à mon truc de dire, non mais ça va aider, c'est sympa, j'en fais 10, après j'en vendrai 20. Donc ça, c'est assez essentiel. Et à partir du moment où on a une vision qui est assez claire, là, on se dit, tiens, pour atteindre cette vision-là, il faut que j'aille dans tel type de réseau. Féminin, pas féminin. N'hésitez pas aussi à aller vers des gens qui ne vous ressemblent pas. C'est intéressant d'aller dans des milieux. Moi, je suis allé dans des endroits, il n'y avait que des mecs, ils parlaient comme ça, là, comme s'ils avaient sauvé le monde. Mais j'étais contente de les voir faire. Je me disais, c'est comme ça qu'ils partent de leur business et tout. Et ça apprend plein de choses. Donc, en fait, il y a aussi une notion de diversité dans la notion de réseau. Pourquoi j'y vais? Qu'est-ce que j'en attends? Qu'est-ce que je suis prêt à donner? Et voilà, comment je peux le transformer pour atteindre ma vision. L'entrepreneuriat, c'est d'abord de la vision, en fait. Voilà, j'ai répondu. J'ai répondu. Tu dis tout le temps, et je suis étonnée que tu ne le dises pas d'ailleurs, mais oui, mais dans la vision aussi, il y a aussi la vision, il y a le business. Et voilà.
Stéphanie, comment tu as pu adapter ton modèle économique à son ambition tout en gardant un impact social fort, puisque tu as une activité quand même où il y a un impact extrêmement fort. Oui, juste pour rappeler, du coup, on travaille avec des associations qui elles-mêmes hébergent des personnes, toute personne qui a besoin d'aide dans le logement. Et nous, on trouve les logements qu'il faut partout dans la ville, toute taille, etc. Donc on travaille avec la Croix-Rouge. Et donc oui, ça a un impact. Et c'était ma première volonté, c'était d'avoir de l'impact sur ce sujet. Mais donc j'ai connu ma mentor chez les premières, donc j'ai été accompagnée par les premières. Et donc elle m'a dit, mais ok, d'accord, tu vas avoir de l'impact, mais comment tu vas faire pour manger? Et je lui ai dit, ben voilà, j'ai un petit modèle économique, les gens ils vont payer 2 euros, et ça tenait pas. Et elle m'a dit, non mais clairement là par contre il va falloir que tu te bouges, sinon je t'accompagne pas en fait. Ça sert à rien ce que tu fais, si tu vas retourner bosser après, ça sert à rien d'avoir cette vision-là. Et donc avec cette mentor qui s'appelle Isabelle et que je pense à elle très fort parce que c'est grâce à elle que j'ai pu réaliser qu'en fait ce que je proposais avait une valeur, une vraie valeur différente de ce qu'il y avait sur le marché. Et donc là je me suis mise sérieusement à me dire ok, combien de temps je passe, mais combien je vaux et combien mes clients sont prêts à payer, à me poser vraiment la question du modèle économique. Et donc j'ai sorti l'impact de mon regard et donc j'ai dit ça vaut tant. Et donc j'ai démarré comme ça, mais c'était toujours pas assez cher payé. Donc en cours de route, et c'est ce que tu disais Sonia, en cours de route j'ai augmenté mes prix parce que c'était clairement pas cher payé. Et donc là je suis arrivée à un équilibre entre l'impact réel qu'on a sur la vie des gens, les hébergeants, avec les associations, et un revenu avec une équipe que je peux payer, et je me paye aussi. Donc je suis arrivée en cours de route à enfin un modèle économique viable. Très bien. Donc, on a vu les freins, on a vu les leviers, mais comment on peut encore aller plus loin, hein, quelque part, on voit que les ressources existent, hein, qu'il est possible de s'appuyer sur des réseaux avec des experts, des accompagnements, mais comment oser voir plus grand, hein, comment encourager les femmes à assumer une ambition et penser business sans culpabilité? Moi, j'ai aucune culpabilité. Hein. Je veux dire, j'adore le business, j'adore l'argent, il n'y a pas de souci, quoi. Et c'est pas un gros mot, l'argent. Je sais qu'on est en France. Oh, l'argent, gagne trop. Non, c'est pas la question. En fait, pour aller plus loin, il y a plusieurs choses. Donc, j'ai parlé de la vision tout à l'heure. Imaginez ça un petit peu comme une pyramide. Voilà. Donc, la base, c'est votre vision, etc. Et puis, vous allez affiner ça pour arriver au modèle économique. D'accord? Et derrière, de se dire... Comment est-ce que je vais gagner de l'argent? Ça, c'est hyper important. Ça va passer par le réseau, évidemment. Et ça va passer par votre capacité à vous connecter aux gens. Donc, pas seulement les réseaux, mais se former. Lire la presse, intéressez-vous à la culture. Il y a un gros problème d'entrepreneuriat, c'est le manque de culture économique, quoi. C'est quoi l'inflation? Ah, c'est quand les prix montent. Ça ne veut rien dire. C'est quoi l'inflation? Ce qui se passe politiquement, comment ça va impacter ou ne pas impacter ce que je fais? Il faut vraiment se muscler le cerveau. Parce qu'à partir du moment où vous avez un SIRET, là, on est content au début, ouais, non, SIRET. Vous devenez automatiquement un agent économique. Tout de suite. Vous recevrez des lettres et tout ça. Très sympathique. Voilà. Donc, en fait, cette notion de culture économique, elle est importante. Je vais aussi parler aussi de la notion d'assumer votre rôle d'entrepreneur. C'est-à-dire, à partir du moment où on est un entrepreneur, on est des queens et des kings. Ok. Donc, il y a un travail de posture, de leadership aussi à porter et à avancer. Et entretenir sa visibilité et vraiment travailler comme ça en se disant que vous n'allez jamais avancer sur quelque chose de sûr. Vous êtes tout le temps sur quelque chose qui n'est pas sûr. Ça fait partie du système. Et ça, c'est important de l'avoir en tête et de ne pas idéaliser. Je sais qu'il y a Instagram, mais ne pas idéaliser l'entrepreneuriat parce que c'est pas... c'est bien, hein. C'est très très bien. On dort peu, mais c'est bien. Il y a l'URSSAF aussi, sympa. Parce que je me paye moi aussi. Non, mais tu as tout à fait raison. Il n'y a pas à idéaliser effectivement la vie d'entrepreneur. Il n'y a pas non plus, on ne veut pas faire peur non plus, mais évidemment que ce n'est pas tout rose. Et puis tu as raison, l'argent, oui. Et Stéphanie, elle en est l'exemple. Business plan, je l'ai lâché. Le mot, hein, c'est pareil, c'est un gros mot aussi. Hein. Mais la vision, effectivement, est visée grand. Mais et tout de suite avec un business model, quoi. Parce que sinon, alors oui, je sais que les femmes font beaucoup d'entrepreneuriat pour réaliser un rêve, pour donner du sens à leur vie professionnelle, mais il faut que ça soit bankable. Je connais plus les chiffres, hein, mais les femmes, c'est moins de 1000, les femmes entrepreneurs sont à moins de 1000 € par mois. Enfin, non.
Non, pas avec tous ces talents, non. Alors c'est bien pour ça que les réseaux existent, hein, et je m'adresse un petit peu à toutes les deux. Comment le réseau peut aider à rebondir en cas de choc ou d'imprévu face à l'entrepreneuriat? Eh ben, je commence alors, mais en tout cas pour parler des réseaux d'entraide et des espaces de partage comme on peut retrouver chez Femmes des Territoires, bah, c'est aussi des espaces pour assumer ce genre de choses et pas avoir peur de le dire, avoir des personnes aussi avec qui en parler, des personnes qui comprennent, des Céline, des Sonia, des Stéphanie, qui ont aussi eu leur haut et leur bas, leurs problématiques, leurs succès. Et en fait, c'est des espaces pour pouvoir célébrer tout ça, pour pouvoir aussi en tirer les bonnes conclusions et ne pas avoir peur de se réinventer un petit peu tout le temps grâce à des rôles modèles et à des personnes sur lesquelles s'appuyer, quoi. Et du coup, donc, être dans un réseau d'accompagnement, c'est bénéficier de toutes celles qui sont en train d'être accompagnées, tous les experts, mais aussi celles qui étaient accompagnées avant. Et ce réseau, en fait, il continue de grossir et de grandir et de grandir. Et justement, ça permet une entraide entre tout le monde. Et Stéphanie, qui était chez nous avant, maintenant, elle va pouvoir aussi aller aider d'autres personnes qu'on est en train d'accompagner actuellement. Et tout ça, en fait, ça crée un écosystème et ça permet à chacun de grandir, d'évoluer, puis de continuer à voir plus loin, quoi, et d'avoir une vraie vision. Pour réagir à l'humilité, c'est hyper important parce qu'effectivement, on se prend des noms tout le temps. Moi, j'en ai pris un hier que j'ai pas compris. Et du coup, et en fait, sur le coup, on est non, comment ça, mon modèle c'est le meilleur, c'est le meilleur, ce que je fais c'est mieux. Et en fait, non, il faut juste avoir de l'humilité, de se dire, ça j'ai mal expliqué, c'est pas grave, je vais recommencer encore. Et l'humilité et la persévérance. Du coup, de se dire, ok, c'est pas grave, j'ai échoué ou on m'a pas pris dans tel réseau, ou voilà, mais c'est pas grave, je vais aller ailleurs, etc. Et juste sur l'accompagnement, comme tu disais, il faut choisir son bon accompagnement. Moi, j'ai rejoint les premières parce que avant ça, j'ai fait un accompagnement qui était hyper masculin, mais vraiment masculin. Et moi, mon modèle d'entreprise sociale, il ne marchait pas dans ce réseau-là parce que c'était très business. Et dès que c'était impact ou c'était pas de la tech, c'était pas du tout viable. Et en fait, pendant 2 mois, j'ai douté. Je me suis dit, peut-être que mon modèle, il est pas bon. En fait, il faut que je fasse une asso. Peut-être qu'il faut que je sois bénévole. Et en fait, je suis partie chercher du réconfort vraiment chez les premières, chez un réseau qui permet de concilier ces valeurs féminines, l'impact et le business, parce que c'était pas un gros mot. Et c'est là où j'ai appris que on peut faire de l'argent, faire de l'impact et faire de l'argent quand on est une femme et pas être une croqueuse de diamants. Donc voilà. Peut-être une question générale à toutes. Est-ce qu'il y a des rôles modèles qui vous ont inspiré? Des rôles modèles de... Non? Moi, oui. C'est Sonia qui vous inspire? Ouais, c'est vrai. Et c'est grâce à Femmes des Territoires qu'on s'est rencontrés. Et oui, moi, tu fais partie des rôles modèles. En tout cas, accessible. On en parlait tout à l'heure, parce qu'effectivement, les rôles modèles ou les entrepreneurs qui gagnent déjà des millions d'euros ou de dollars, on se sent un peu loin. On se dit oui, ok, mais c'est pas moi, quoi. Et donc d'autres rôles modèles qui gagnent aussi, alors peut-être pas des millions, mais si peut-être, un peu, voilà, ça va, voilà, et qui est aussi proche de nous, quoi. Et effectivement, Sonia, moi, ça fait partie des rôles modèles, en tout cas du quotidien. Du coup, je voulais répondre. Donc c'est Céline. Non, en fait, les rôles modèles, ils sont partout. Je pense que j'ai pas de rôle modèle entrepreneur, par exemple, au sens strict. Je vais pas dire, c'est machin. Non, j'aime bien voir tous les gens qui font des choses, en fait. Tous les gens qui font sont des gens que j'admire parce que c'est facile de critiquer tout ça, mais il faut y aller. Faut aller sur le ring, alors, au lieu de rester là sur Instagram. Là. Donc, tous les gens qui font... Bon, je pense que ma mère, c'est mon meilleur modèle, ça c'est sûr. Mais voilà, tous les gens qui font, femmes et hommes aussi, les deux, tous ceux qui font. Quoi. Et il y a marqué oser, oser. Voilà, donc ça va peut-être être le mot de la fin, puisque je crois que le temps imparti est écoulé. Je veux juste dire une chose aussi qui a vraiment fait en sorte que j'ai beaucoup de visibilité, c'est le concours Créatrice d'avenir. Du coup, j'ai été lauréate cette année. Et ce concours valorise l'entrepreneuriat des femmes,
et des femmes qui portent des projets à impact ou dans des secteurs où la femme n'est pas vraiment représentée, comme l'artisanat, l'industrie, etc. Et le fait d'avoir participé à ce concours, déjà m'a donné beaucoup d'autres femmes, beaucoup d'autres rôles modèles en vue. Et en plus, beaucoup de visibilité sur l'entrepreneuriat féminin. Et le concours se termine le 30 septembre. Donc si vous voulez candidater, si vous avez un projet entrepreneurial candidater, et je rajoute, moi aussi j'ai fait le concours, j'ai pas gagné, mais je l'ai fait 3 fois. Mais pour autant, en candidatant, même si vous gagnez pas, vous apprenez déjà à vous présenter. Vous apprenez à échouer quand vous échouez. Et surtout, petit à petit, vous rentrez dans un réseau, dans une communauté. Je sais, on arrête bientôt. Donc il faut le faire. L'humilité, c'est important. Moi, j'ai candidaté, je me suis fait dégager pendant des années. Il y a 2 ans, j'ai présenté la cérémonie. Je suis devenu grand jury, je suis devenu partenaire du concours. Et j'ai connu Stéphanie en tant que candidate. Moi, je faisais jury. Et quoi, même pas un an après, on se retrouve sur la même scène. Donc l'humilité, c'est important. Et travailler son réseau et laisser une bonne impression tout le temps. Très bien. En conclusion, qu'est-ce qu'on peut dire en conclusion? Qu'il faut oser, en fait. Ouais, allez-y, faites de l'oseille. Hein? C'est bon, là. Je crois qu'il y a une phrase que tu dis souvent, c'est « on n'a qu'une vie, alors il faut y aller ». On va tous mourir, donc allons-y. Allons-y, faisons tout ce qu'il y a à faire. Il n'y a pas de risque énorme, en fait. Donc allez-y. Merci à toutes. Merci de votre écoute.